Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Avant de commencer, je vous propose de télécharger l'application du Big et de pouvoir scanner le QR code pour pouvoir suivre l'intervention en direct avec vos écouteurs. Et donc, bienvenue à cette table ronde sur les gaz renouvelables. Je suis vraiment ravie d'être l'animatrice de cet échange aujourd'hui, de pouvoir les modérer autour de ce sujet crucial que sont les gaz renouvelables dans la transition énergétique. Je suis Alexiane Desbiens, responsable bioéconomie du pôle Bioeconomy for Change, donc le pôle français de la bioéconomie, et plus particulièrement en charge de la thématique des bioénergies. Cette table ronde est construite en partenariat avec le pôle Accélera. Alors, juste pour remettre dans le contexte, les gaz renouvelables sont également appelés gaz verts. Ils sont produits à partir de sources renouvelables, organiques, comme par exemple la biomasse, les déchets organiques, mais également des technologies de production, comme l'électrolyse de l'eau, par exemple, pour produire de l'hydrogène. Ils sont utilisés dans divers domaines, que ce soit l'énergie, la mobilité, l'industrie, et elles peuvent être également donc injectées dans le réseau de gaz naturel existant. Donc, je suis ravie d'avoir des experts avec moi aujourd'hui pour pouvoir échanger sur le sujet, sur diverses thématiques. Nous verrons en première partie un panorama global sur la production de biogaz, de gaz renouvelable aujourd'hui. Et en deuxième partie, les technologies innovantes complémentaires pour pouvoir produire encore plus de gaz renouvelable. Mais bon, sans plus attendre, je vais maintenant pouvoir donner la parole à nos premiers panélistes qui vont justement partager leur point de vue sur la production actuelle de gaz renouvelables, leurs défis et leurs solutions. Donc Jean-Marc Le Gall, vous êtes responsable du pôle développement gaz chez GRT Gaz. C'est ça. Thierry Caquet, vous êtes directeur scientifique et environnement INRAE. Tout à fait. Et Christina Ferreira, vous êtes Head of Technical Biogas chez Total Energy. Bonjour. Alors, pour commencer, on va partir sur la partie réseau. Alors, Jean-Marc, notre table ronde vise à préciser les perspectives du biométhane à long terme. Mais avant d'aborder justement ce long terme, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la filière aujourd'hui ? Bonjour à tous. Alors effectivement, je peux en intro de cette table ronde donner quelques éléments sur la situation actuelle des gaz renouvelables en France. Dans le mix énergétique actuel, et on peut projeter le slide dédié au sujet qui illustre un peu la dynamique dans laquelle s'inscrit cette filière. Donc aujourd'hui, les gaz renouvelables représentent déjà une part significative de notre mix énergétique, souvent assez méconnue, donc attardons-nous un peu dessus en introduction. Globalement, on voit ici en barre colorée les capacités qui annuellement ont été mises en service en France année par année. Donc on voit que ça croît progressivement ces dernières années. Et la courbe continue représente le cumul, donc la capacité totale d'injection de gaz renouvelable sur les réseaux français. Alors ce qui peut être notable quand on regarde cet essor, c'est d'abord qu'on est sur quelque chose de significativement croissant. Donc on est sur une filière qui prend vraiment sa place. Filière qui a commencé à décoller significativement aux alentours 2018. On a franchi le seuil clé de 1 TWh annuel de capacité, ce qui représente, pour vous situer, la consommation d'une ville moyenne comme Angoulême, Valence ou Saint-Nazaire. Donc ça commençait déjà à être significatif. Et puis tout récemment, là ce sont vraiment les chiffres d'il y a quelques jours, on a franchi l'ordre de grandeur des 11 TWh annuels produits. Donc on a une production de gaz renouvelable sur le territoire qui est désormais significative. 11 TWh, ça représente 2% de la conso française. Donc ce n'est pas encore quelque chose de dominant dans notre mix, mais c'est suffisamment implanté pour qu'on puisse dire que cette filière elle est pleinement opérationnelle. Alors deux petits points complémentaires sur ce constat de départ. Un, cette production elle est adossée à plus de 600 sites sur le territoire, donc on y reviendra sur quelque chose d'assez diffus et dispersé. C'est un des vrais changements de paradigme pour les réseaux avec l'arrivée des gaz renouvelables. Et puis le deuxième point, c'est que les barres qu'on voit ici, elles sont essentiellement vertes, c'est-à-dire adossées au secteur agricole en général. Et donc, si je devais résumer, l'essor du biométhane, c'est aussi et avant tout une success story pour notre agriculture, car le développement du biométhane intervient vraiment en complément de l'activité agricole et a créé dans de nombreuses exploitations un vrai accroissement de résilience.
Donc Jean-Marc, en fait, ce que vous dites, c'est que la filière est déjà bien implantée en France, Ouais, mais ça conduit aussi à un grand nombre de sites et donc éventuellement à une tendance à être de plus décentralisée. c'est ça. Est-ce que ça pose des challenges justement sur le réseau? Alors, avant de parler de challenge, effectivement, ça en pose, mais il y a un point sur lequel il faut bien insister, parce que pour nous, ça peut être un peu une évidence, mais on oublie souvent de le rappeler, c'est que du point de vue d'un consommateur, utiliser du gaz renouvelable, ça change juste rien du tout. Ce sont les mêmes brûleurs, les mêmes gazinières, vous pouvez faire chauffer la même eau avec... Enfin bref, c'est exactement la même chose. Et donc switcher au gaz renouvelable, que ce soit pour des particuliers ou des industriels, ça n'implique aucune adaptation des équipements. Ça, c'est un premier point. Ceci dit, donc ça c'est pour ce qui est constant, mais en revanche, le fait qu'on ait une production très diffuse, ça conduit à des flux de gaz dans les réseaux significativement différents de ce qu'ils ont été historiquement. Historiquement, on avait à peine une dizaine de points pour faire rentrer le gaz en France, à partir desquels on acheminait le gaz toujours dans le même sens vers les consommateurs, et là, on voit apparaître des situations inédite où, si je prends l'exemple par exemple de la zone de Soissons, aujourd'hui en France, on a à Soissons, à certains moments de l'année, une production de gaz renouvelable qui excède la consommation locale. Et donc, on doit, nous, opérateurs de réseau, déployer de nouveaux objets qui font remonter le gaz de Soissons vers le reste du pays, ce qui n'était quand même pas tout à fait la situation historique. Et ces nouveaux objets posent, et c'est là qu'on rebondit sur la question que tu posais, posent vraiment des challenges nouveaux pour les opérateurs de réseau, des challenges nouveaux techniques, parce que c'est des objets nouveaux, ces compresseurs qu'on déploie un peu partout sur le territoire, mais aussi des challenges de planification, parce qu'il faut les déployer au bon moment pour être bien synchro avec l'essor de la production des gaz renouvelables, et puis, parce que c'est souvent là qu'est le fin mot de l'histoire, des challenges de financement, parce que ces nouveaux objets, il s'agit aussi de les financer, et là, on verra qu'en France, on a un sérieux atout avec le droit à l'injection. Donc Jean-Marc, on voit que le modèle qui est à présent dominant, c'est la méthanisation agricole. Oui. Est-ce qu'il y a des nouvelles technologies qui vont compléter le paysage des gaz renouvelables? Alors effectivement, le fait marquant de l'essor de la méthanisation agricole ou de la méthanisation en général, c'est justement qu'elle a pu être adossée à l'agriculture en général. Et donc on a eu une vraie success story pour le monde agricole. Et si on regarde un peu plus loin, mais je crois que mes collègues y reviendront, on peut envisager à terme de répliquer le même type de success story avec le monde des déchets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit nos déchets comme des objets subis, et demain, ces déchets peuvent devenir un vrai gisement qui pourrait lui aussi être une source de gaz renouvelable. Il existe des technologies de gazification, mais je ne vais pas rentrer dans les détails techniques des technos qui permettent ces développements. Mais les technos sont là, les technos sont prêtes à se lancer. Alors elles sont moins matures moins opérationnelles, parce qu'elles sont matures aussi, mais moins opérationnelles sur le terrain que la méthanisation. Mais leur essor est imminent et elle pourrait constituer la deuxième brique de la révolution gazière qui est apportée par les gaz renouvelables. Merci beaucoup Jean-Marc. Donc cette partie justement nouvelle techno sera développée dans la deuxième partie. Si on passe maintenant à l'aspect biomasse, Thierry. Alors j'ai une question qui est que la biomasse, elle est d'origine agricole, c'est une ressource à fort enjeu justement pour la méthanisation. Concrètement, quels sont les défis qui se posent au monde agricole? Je ne sais pas si vous avez 1 heure ou 2 pour qu'on en parle, on n'a que 7 minutes, donc je vais aller assez vite. Je pense que la première chose qu'il faut garder présent à l'esprit, c'est qu'effectivement, comme l'a dit Jean-Marc, on a une success story, on a beaucoup de réussites, mais on a aussi des questionnements sur les usages de la biomasse et des arbitrages à rendre. Et la vision qu'on peut avoir de cette biomasse agricole, c'est que le premier usage de la biomasse produite par l'agriculture, c'est un usage alimentaire. Alors, usage alimentaire pour l'humain ou l'animal, ça c'est la première étape. C'est aussi une ressource de fibres et de matériaux, autre possibilité d'emploi. Et finalement, quand on raisonne sur l'usage des biomasses, la production d'énergie, en général, on la conçoit plutôt après les autres usages, ce qu'on appelle la cascade des usages, et il y a des schémas à peu près équivalents sur le bois. Si on part du principe, et c'est quelque chose sur lequel nous travaillons, que l'on peut à la fois produire de la biomasse pour des usages alimentaires et des usages énergétiques, le challenge, il va être de pouvoir avoir de manière régulière et en approvisionnement des installations, une matière première de qualité qui permette de produire du biogaz en qualité standard, et ce qui va nous amener peut-être à faire des arbitrages sur les cultures qu'il va falloir introduire dans les rotations ou les usages qu'on va pouvoir faire, par exemple des effluents d'élevage.
Alors quelque chose qui n'est pas forcément immédiat quand on n'est pas du monde de la recherche agronomique ou de l'agriculture, c'est que finalement, en fonction de l'endroit de la France où on va se trouver, on va parler du territoire métropolitain, eh bien, les ressources de biomasse pour la méthanisation ne sont pas les mêmes. Dans le grand quart nord-ouest de la France, ça va plutôt être des effluents d'élevage, très méthanogènes, notamment les effluents de bovins, alors que dans la moitié est de la France, ce sont plutôt des résidus de culture, voire des cultures intermédiaires à valorisation énergétique. Et donc, la qualité de ces biomasses n'est pas identique, et donc pour un gestionnaire de méthaniseur, ça pose des questions. Autre question qui devient de plus en plus prégnante, c'est la question du changement climatique. Lorsqu'on parle de production végétale, par exemple, eh bien, ça fonctionne bien lorsqu'il y a de l'eau. Une plante, c'est avant tout une pompe pour extraire de l'eau du sol, la renvoyer vers l'atmosphère et faire de la photosynthèse au passage pour produire de la matière vivante, cette fameuse biomasse. Dans un monde qui change, un climat qui change, et 2022 pour ça a été très très révélateur, des sécheresses précoces, durables, font que les cultures que l'on pouvait envisager utilisé pour alimenter les méthaniseurs, ça ne produit pas ou insuffisamment pour que ce soit économiquement rentable pour l'introduire dans le méthaniseur. Une culture intermédiaire, en dessous de 5 tonnes de matière sèche par hectare, ce n'est pas la peine de la récolter. Donc on a des contraintes de plus en plus fortes sur l'équilibre entre climat, production vivante. C'est du vivant et le vivant, c'est un peu têtu et ça fait un peu ce que ça veut. Et l'influence du climat et l'influence aussi des pratiques agricoles est grande. Je terminerai sur ce point en disant qu'il y a un deuxième bénéfice aux productions par méthanisation. Il y a effectivement l'énergie qui peut être injectée, qui peut être utilisée sur l'exploitation, aussi du bio-GNV. Alors, il n'y a pas beaucoup de modèles de tracteurs au bio-GNV, mais ça commence à se développer. Et puis, il y a le produit résiduel, le fameux digesta, qui constitue un amendement et un fertilisant important, parce que autant le carbone est modifié par le passage dans le méthaniseur, autant l'azote reste, et on a un apport d'azote qui peut être amené directement sur les cultures et qui permet d'économiser des intrants azotés. Et tout le monde a entendu parler de la guerre en Ukraine, de l'augmentation très très forte des intrants azotés qui sont produits avec du gaz qui, lui, n'est pas du gaz naturel. Et donc, ça permet en partie d'accroître la résilience, le mot était employé par Jean-Marc, des exploitations par rapport à cette augmentation des intrants. Tout à fait, Thierry. Donc, on voit que la méthanisation agricole, c'est une technologie qui est mature. J'ai noté la référence. Vous me faites perdre le fil. Donc c'est une filière qui est mature et qui est en pleine accélération. Justement, est-ce que ça signifie que ce n'est plus un objet de recherche pour un acteur académique comme INRAE ? Alors effectivement, la question, on pourrait se dire, finalement, on donne les clés du camion aux méthaniseurs et aux entreprises de l'énergie. En fait, pas du tout. Alors c'est pas qu'on veut garder tout pour nous, mais nous avons accompagné au niveau d'INRAE le développement de la méthanisation agricole au travers notamment de nos laboratoires, qui est le laboratoire de biotechnologie de l'environnement à Narbonne. On a une start-up, Naskeo, qui est née de ces travaux et on est membre du CTBM, Centre technique biogaz et méthanisation, depuis le début, parce qu'on est persuadé que c'est une filière d'avenir. Mais on est aussi embarqué sur des travaux avec des collaborateurs du monde privé, GRDF par exemple, pour ne pas les nommer, mais ça peut être d'autres collaborateurs, sur justement cette vision qu'on doit avoir un peu systémique de comment on intègre la production d'énergie basée sur la biomasse dans un schéma agricole où on reste avant tout sur la production alimentaire, CF tout à l'heure ce que je disais sur la cascade, et où on s'assure que les effets secondaires de la méthanisation sur l'environnement, par exemple le retour au sol des digestats, les éventuelles pollutions atmosphériques, les problèmes de sécurité qu'on peut avoir sur les installations, ne sont pas finalement des handicaps pour le développement de la filière. Et puis, quelque chose auquel on pense un petit peu moins quand on travaille sur ces questions, c'est aussi la question de la perception du public, du développement de cette filière, parce que finalement, c'est quelque chose qui s'accompagne, parce qu'on va dans un monde plus industriel, qui n'est pas le monde habituel des agriculteurs. Et ça, c'est quelque chose qui nécessite un accompagnement et des outils. Je prends un exemple très concret, des logiciels qui ont été développés avec des partenaires sur comment on calcule ou on équilibre la ration alimentaire, entre guillemets, d'un méthaniseur en fonction des différentes sources de biomasse dont on dispose. Réaliser des analyses de cycle de vie sur l'ensemble de la filière méthanisation. Ça a été fait en partenariat avec GRDF, avec nos collègues d'INRAE Transfert Environnement, pour calculer et évaluer l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre, le carbone, le stockage de carbone dans les sols, la contribution à l'atténuation du changement climatique ou les impacts sur la biodiversité et l'eau. Et ça, c'est encore des questions de recherche parce que plus le nombre de méthaniseurs va augmenter, plus ces questions vont devenir importantes. Et ce que l'on porte dans notre réflexion, c'est vraiment la vision systémique. Ce n'est pas simplement de regarder uniquement la production d'énergie, la production alimentaire ou le carbone du sol, c'est vraiment l'ensemble de ces aspects-là, ce qui nous amène à développer des outils d'intermédiation, de modélisation à l'échelle des territoires. Parce que ça a été dit par Jean-Marc, on est sur des faits territoriaux et tous les territoires ne se ressemblent pas. Et donc, accompagner la méthanisation, c'est aussi réfléchir de manière systémique
au flux de biomasse, à l'impact écologique ou environnemental de ces pratiques et faire en sorte que finalement il n'y ait que d'éco-bénéfices et qu'on évite ce qu'on appelle en anglais les trade-offs, c'est-à-dire les compromis parfois négatifs avec certaines dimensions. Donc tout à l'heure, on a parlé justement des réactions du public vis-à-vis de la méthanisation, donc des controverses de plus en plus fréquentes. Justement, quel est le rôle pour la recherche en fait ? Alors, je l'ai un peu abordé en parlant de modélisation d'accompagnement, mais je voudrais juste partager avec vous des expériences que certains aussi dans la salle, je pense, ont. C'est que la méthanisation agricole, ça a d'abord été vu comme quelque chose de vertueux. Tout le monde disait c'est super, et il y a eu des grandes dynamiques, notamment dans le Grand Est, avec les agriculteurs méthaniseurs de France, et puis après le Grand Ouest, pour les deux raisons que j'évoquais, plutôt les résidus agricoles et puis plutôt les effluents d'élevage. Et puis à mesure que les installations se développent, à mesure que ces installations prennent de la place dans le paysage, eh bien, il y a ce qu'on observe aussi avec les éoliennes, ce qu'on observe avec beaucoup d'installations, c'est ce sentiment que peut-être quelque chose est en train de déraper et que le système évolue dans une direction qui n'est pas souhaitable. Et de plus en plus de projets d'installation se trouvent confrontés à une perception du public négative, avec des recours au tribunal administratif, des manifestations en disant vous allez faire exploser le village, ça va sentir mauvais, beaucoup d'idées reçues. Et quand on regarde, il y a quelques enquêtes d'opinion qui ont été faites, j'ai une enquête de 2021, je crois, Opinionway, enquête sur un panel représentatif, il y a à peine 20% des citoyens en France qui savent définir assez précisément ce que c'est que la méthanisation et comment ça fonctionne. Donc on a un rôle d'éducation du public, un rôle d'accompagnement des porteurs de projets, y compris dans finalement la manière dont on communique sur l'implantation d'une usine, d'un méthaniseur, parce que ce n'est pas naturel dans le paysage agricole, en tout cas en France ça ne l'est pas encore, et donc il faut vraiment travailler sur tout cet accompagnement social, et quand je dis accompagnement social c'est absolument pas péjoratif, c'est vraiment de dire expliquons ce que c'est, n'ayons pas peur de montrer ce que c'est, des journées portes ouvertes. Et quand on a un projet, on n'attend pas qu'il soit arrivé en mairie pour l'enquête publique, pour en parler. On en parle dès le départ avec tous les acteurs. Et ce qui marche, en tout cas l'expérience que moi je peux apporter ici, ce qui marche, c'est des projets qui sont des projets collectifs, où finalement les co-bénéfices en termes d'énergie, en termes de chaleur, en termes d'impact sur l'environnement sont partagés avec une collectivité locale. Et c'est là que ça fonctionne. Et donc, nous avons l'expérience à INRAE, mais d'autres l'ont aussi, de ces problèmes d'intermédiation sociale. Et c'est là qu'on peut apporter aussi des nouveautés. Merci Thierry. Donc, vous avez couvert justement la méthanisation agricole. Donc, je propose de partir sur la partie production industrielle de biométhane. Donc, Christina, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les moyens mis en œuvre par Total Energy pour augmenter la production de biométhane ? Et est-ce qu'il existe un lien entre le monde agricole et les projets industriels ? Oui, c'est ça que j'allais dire. Même si on parle de méthanisation agricole, ça reste quand même un métier qui est extrêmement proche du territoire et extrêmement local. On l'appelle industrielle territoriale parce qu'elle va avoir une capacité de production qui est un peu plus importante. Mais dans tous nos projets, on a des partenariats avec des agriculteurs, tant pour l'approvisionnement de matières premières, comme aussi, comme Thierry le mentionnait, pour la partie du digesta, dans laquelle on travaille énormément dans cet apport d'azote et ce retour à la terre de tous ces nutriments. Nous, on a aussi un rôle par rapport à tout ce que Thierry mentionnait, de se dire on est l'industriel, on est ceux qui connaissent le métier de l'industrie. Alors, on travaille énormément aussi dans l'accompagnement à ce que, d'accord, la méthanisation est industrielle. La méthanisation a des risques, il faut les admettre. Il y a des risques industriels, il y a des risques de sécurité par rapport aux opérateurs. Il y a aussi des risques environnementaux. Et on tient à être exemplaire, à développer de plus en plus des sites qui sont par nature industriels mais locaux et qui montrent l'exemple de ce que peut être fait de façon tout à fait économique, comme vous pouvez l'imaginer, mais en toute sécurité pour tous ceux qui sont autour de nous. On travaille énormément aussi, au-delà de la sécurité, dans l'efficacité d'un site. La méthanisation a été démarrée par les agriculteurs, a été démarrée dans une logique, on ajoute une brique à ce qu'est l'agriculture. Nous, on va le regarder, on est en train de construire une usine pour produire de l'énergie. Et alors, si on veut produire de l'énergie, la première chose, c'est avoir un rendement et une efficacité qui soit tout à fait acceptable. Avoir des pertes de chaleur à l'atmosphère, ce n'est pas acceptable. Avoir du méthane qui part à l'atmosphère, ce n'est pas acceptable, déjà parce qu'on perd notre production, mais aussi d'un point de vue environnemental. Tout cela, on y travaille énormément avec tous les partenaires et interlocuteurs pour avoir une industrie qui soit exemplaire et ça participe aussi à l'acceptabilité de la même.
Nous, au sein de Total Energy, nous avons une ambition de 20 TWh en 2030 d'une production de biométhane dans le monde, avec un focus particulier en Europe. Et déjà aujourd'hui, on produit plus de 1 TWh de biométhane en Europe. Et du coup, là, Christina, vous parliez justement des contraintes liées à la sécurité industrielle et environnementale. Est-ce que vous pouvez justement en dire un peu plus, des exemples ? Des exemples, mais je pense que la réglementation française, elle est... Souvent, on parle de la réglementation française, qu'elle est très contraignante, mais dans le cas de la méthanisation, je pense qu'elle est très exemplaire, même par ailleurs en Europe. Elle est vraiment à la pointe de tout ce qui est risque environnemental et industriel. Et tout ce qui est la partie de bassin de rétention, tout ce qui est capteur, gaz, au bon endroit, tout ce qui est la partie réduction et obligation de réduction du méthane à l'évent, qui est très peu regardé par ailleurs. C'est un très bon exemple de plein de choses qui peuvent être faites dans le cadre de la méthanisation. Si on essaye encore de pousser tout cela, il y a aussi toute la partie intégration énergétique, efficacité énergétique, toute cette partie-là, mais clairement la France est bien positionnée dans toute cette partie-là. D'accord. Et donc du coup, chez Total Energy, la suite, les pistes d'innovation justement, quelles sont-elles ? Nous, on travaille vraiment dans la réalité industrielle. On a notre partie R&D, mais moi, personnellement, je travaille vraiment dans la partie actuelle. Qu'est-ce qu'on va déployer dans les 5 années à venir ? Et comme le disait Jean-Marc, il y a plein de matières qui sont peu valorisées aujourd'hui. On reste dans un modèle déchet, mais il y a plein de déchets ménagers avec la nouvelle loi qui entre en vigueur à partir de janvier 2024, qui devront être traités, qui présentent des défis, vis-à-vis des microplastiques, qui présentent énormément de défis vis-à-vis de la qualité, tant pour la méthanisation comme d'autres. Mais on a des choses comme des fientes de volaille qui sont encore très peu utilisées, des lisiers porcins que dans certaines zones sont un peu en contrainte, on travaille aussi, et des choses peut-être des fois un peu plus exotiques, comme des boues papetières ou des choses comme cela. Par ailleurs, dans le cadre de l'innovation aussi, on regarde des technologies de valorisation de l'ensemble, valorisation du CO2. On va parler à des choses comme de la méthanation biologique, dans l'intégration dans le cadre d'une usine de méthanisation, sans parler après des choses gasification, hydrothermale, des choses un peu plus à long terme. Voilà. Bien, merci, mais je vais quand même vous poser une question transverse à tous les trois. La réglementation, justement, à quel point elle peut toucher vos activités ? Peut-être je peux donner un éclairage assez concret en fait sur la réglementation. Comme tu disais, Christina, elle est souvent vécue comme une contrainte, mais en France aujourd'hui, quand il s'agit de déployer les réseaux pour accompagner l'essor du biométhane, on bénéficie d'un dispositif qui s'appelle le droit à l'injection, qui en quelque sorte nous fait sortir d'une logique de poule et d'œuf entre le producteur et le développeur des exutoires sur le réseau. Et ça, c'est assez unique au niveau européen. Ça éclaire un peu le chemin pour les autres pays. Et ça montre qu'on a vraiment les capacités d'utiliser aussi la réglementation comme quelque chose qui simplifie et peut donner de la dynamique au projet. Et ça nécessite des interactions entre les différents acteurs, producteurs et acteurs de réseau, mais aussi l'implication d'acteurs de recherche reconnus comme l'INRAE, parce que si on souhaite éclairer un territoire en disant écoutez, ici il faut mettre une installation à remonter du gaz renouvelable vers les réseaux à terme, ça doit être basé sur des données solides et non contestables d'évaluation du potentiel. Et c'est là qu'on a un peu tous notre rôle à jouer dans cet essor commun. Donc la réglementation, moi je la vois un peu comme un creuset où on se retrouve tous pour essayer de faire avancer les choses dans le bon sens. Ouais. Je rejoins complètement ce qui vient d'être dit. Moi j'ajouterais deux points. Un point de vigilance, en tout cas de garde-fou que met la réglementation, et un point plus sur... pour aborder, on n'aura pas le temps d'en parler dans le détail, mais peut-être parfois la schizophrénie légale. Alors le premier point, c'est le recours à des cultures dédiées pour la production énergétique. Alors il y a des modèles très différents en Europe. Tout le monde a entendu parler du modèle allemand avec, nos limites. On fait pousser du maïs pour alimenter les méthaniseurs. En France, il y a eu des discussions très très âpres sur le sujet, et la loi fixe à 15% annuel le montant de la quantité de cultures dédié à l'énergie qu'on peut introduire dans un méthaniseur. Ça c'est là pour éviter les dérives, et un vrai sujet de vérifier que cette limite elle est bien observée. Mais en tout cas, la loi elle a posé ce garde-fou là, et je pense que c'est quelque chose qui est de nature à rassurer
ceux qui pourraient être inquiets, à juste raison, d'une dérive possible de la méthanisation. L'autre point, je parlais de schizophrénie réglementaire, on évoquait les déchets. Alors tout le monde dit effectivement, 1er janvier 2024, on ne met plus les déchets à la poubelle, on fait quelque chose avec, on ne sait pas trop quoi. Moi j'ai un composteur dans mon jardin, mais ça ne va peut-être pas suffire. Mais il y a cette question, en même temps on nous dit, et c'est vrai, on gâche beaucoup de nourriture, 30% de la production alimentaire mondiale est perdue, et y compris en France, chaque ménage français produit plusieurs dizaines de kilos de déchets qui pourraient être évités avec une meilleure gestion des déchets. Donc, ce gisement des déchets dont on voit qu'il peut être attractif et qu'il est, normalement, il peut être valorisé, eh bien, il y a un équilibre à trouver entre ce qu'on va vouloir utiliser et ce qu'on va vouloir gagner en éliminant les déchets, j'allais dire superflus, qui pourraient être évités à la source en régulant davantage la consommation. Donc, les aspects réglementaires doivent être vus effectivement dans le monde de l'énergie et de la bioénergie, mais en tenant compte de ce que l'on propose par ailleurs, par exemple le rééquilibrage des rations alimentaires ou la diminution des pertes et gaspillages, qui est une grande cause nationale depuis longtemps et sur laquelle malheureusement on a du mal à avancer. Donc toujours penser que la réglementation, elle s'applique à un domaine, mais elle n'est pas indépendante de ce qu'on fait ailleurs. Et je trouve qu'au niveau national, on a un peu tendance à l'oublier, sauf quand on arrive à dire, tiens, faisons un bilan global, la planification écologique. C'est quoi la biomasse dont on dispose et c'est quoi la projection? Et là, on se dit, mince, il va peut-être nous en manquer parce que tout le monde en veut et on ne s'est pas posé la question avant de comment on faisait les équilibres. Eh bien, tout à fait d'accord avec mes deux collègues. J'introduirais encore un autre axe par rapport à la schizophrénie. On voit aussi des dérives réglementaires. Il faut faire aussi attention à des effets spot qui en va arriver par des incentives réglementaires qui ne pourront pas tenir sur la longue et des abus vis-à-vis de la réglementation. On l'a vu sur les huiles de cuisson usagées où voilà, on a vu des dérives où des gens mélangeaient de l'huile propre avec de l'huile usagée juste pour dire que c'était de l'usager. On voit des dérives avec du fumier aussi qui commence à apparaître. Voilà, faisons attention à cela. Et de l'autre côté, on commence à avoir des dérives aussi sur tout ce qui est CO2. Il faut dire on a un CO2 qui est biogénique, qui sort de la méthanisation, mais ce n'est pas parce qu'il est biogénique que ce n'est pas une molécule de CO2. Et faisons attention à des, entre guillemets, profiteurs de réglementation qui essayent d'esquiver et de trouver des moyens. Voilà, on constate aussi ça en France, mais partout en Europe. Voilà, c'est des choses qu'on peut observer. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois pour vos éclairages. Je vous propose de passer le micro à 3 nouveaux intervenants pour la deuxième session sur les nouvelles technologies complémentaires pour produire plus de gaz renouvelable. Donc nous accueillons Armel Pin, qui est responsable des partenariats industriels au CEA Liten. Nous avons Marion Guivic, Director of Business Development chez Energo. Et nous avons Vincent Kéo, directeur des affaires publiques chez Hafner Energy. Bienvenue Bonjour. À tous les trois. Bonjour. Alors, première question pour Armel, pour le secteur de la recherche. Donc le CEA, on sait qu'il fait partie d'un groupe, d'une grappe d'acteurs fondamentaux dans la recherche justement pour produire des gaz renouvelables. Est-ce que vous pourriez me dire quelques mots sur le CEA et aussi votre champ d'action et les technologies que vous portez pour produire plus de gaz renouvelables? Oui, vous m'entendez? Oui. Ok. Donc au CEA, on développe de l'innovation au service des industriels et en particulier de la transition énergétique. Et on concentre à la fois des expertises de pointe et des outils expérimentaux représentatifs de l'échelle industrielle. On va jusqu'à des lignes pilotes. L'objectif étant de faciliter au maximum la maturation technologique de ces technologies et de dérisquer du coup le transfert technologique vers nos partenaires industriels. Partenaires qui vont ensuite poursuivre par l'industrialisation et le ramp-up. Alors, au service de la transition énergétique, et en particulier sur le sujet des gaz bas carbone, on développe un large portfolio de technologies qui sont adaptées à différents types d'intrants et à différentes sources d'énergie. Et qui sont à différents types de maturité. On va commencer avec des maturités assez basses, des TRL 2-3, et puis on va aller jusqu'à un TRL 6-7 lors d'un démonstrateur qui va permettre de faire le transfert technologique ensuite auprès de l'industriel.
Alors pour être un peu concret, je vais vous parler d'un certain nombre de technologies de production de gaz bas carbone. Au CEA, on aime bien parler de gaz bas carbone parce que ça permet d'inclure les sources d'énergie qui sont l'énergie renouvelable, mais aussi l'énergie nucléaire qui est bas carbone. Voilà. Donc, 2 exemples de technologies à partir de biomasse. La pyrogasification, pour commencer. Donc, la pyrogasification, c'est une technologie qui est mature sur le bois ou sur le charbon et qui a besoin de développement de procédés pour l'adapter à des biomasses moins classiques, comme les biomasses lignocellulosiques, coproduits de l'agriculture, par exemple. Il y a en particulier besoin de gérer ce qu'on appelle les inorganiques ou les cendres qui peuvent avoir tendance à s'agglomérer, en gros à boucher les installations lorsqu'on les monte à haute température. Voilà, et nous, on a de l'expertise sur ce sujet-là. On peut donc accompagner les industriels, les détenteurs de ces gisements de biomasse pour développer le procédé adapté spécifiquement à cette biomasse. Un deuxième exemple, un exemple d'innovation forte, c'est la gazéification hydrothermale. C'est une technologie qui est adaptée aux intrants humides qui ne se prêtent pas bien au jeu de la méthanisation. Soit qui ne se méthanisent pas bien, les petites bêtes n'aiment pas les digérer, soit qui présentent des problèmes lors de l'épandage. Typiquement, si ce sont des matières qui sont contaminées, il est possible que vous n'ayez pas le droit d'aller épandre les digestats dans les champs derrière. Et donc la gazéification hydrothermale peut être adaptée à ce type de biomasse. Alors là, on développe des technologies, on développe des innovations qui permettent de lever des verrous technologiques pour permettre l'émergence d'une filière française. C'est des verrous qui sont notamment liés à la gestion des sels, des inorganiques, qui une fois de plus peuvent colmater dans les installations. Des verrous liés à l'injection très haute pression, très haute température. Et puis bien évidemment, on regarde l'efficacité énergétique du système complet. Voilà. Je vous ai parlé de 2 technos qui partaient de biomasse. On regarde aussi les sources, comme source de carbone, le CO2. Et donc là, on regarde les technologies associées à ce qu'on appelle le Power to X, et en particulier la brique de méthanation, conversion du CO2 plus H2 en méthane. Et là, on développe un certain nombre de technologies aussi. Par exemple, un réacteur catalytique de méthanation qui permet de convertir, donc, comme je vous l'ai dit, le CO2 plus hydrogène en méthane avec une optimisation de la gestion de la chaleur qui est clé dans cette réaction, une minimisation de la quantité de catalyseurs utilisés et de la perte de charge. On travaille aussi sur la méthanation biologique et là aussi sur le design des réacteurs. Voilà quelques exemples de technologies. Et du coup, le CEA, on imagine, est partenaire de nombreux projets, notamment sur le développement des gaz renouvelables. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns, dont certains qui permettront à court terme d'injecter du gaz renouvelable dans le réseau ? Oui, bien sûr. Alors, on a un certain nombre de démonstrateurs qui sont une étape clé avant le passage à l'échelle. On peut citer Jupiter 1000 à Fos-sur-Mer qui convertit du CO2 industriel et de l'hydrogène issu de l'électrolyse avec de l'électricité renouvelable en méthane qui est ensuite vocation à être injecté dans le réseau et utilisé par les industriels du secteur. On peut citer un projet européen qui a démarré il y a un peu moins d'1 an, qui s'appelle Métharen, qui a vocation à convertir du CO2 biogénique issu de méthanisation en méthane. Je voulais illustrer, si je puis me permettre, je vous ai parlé beaucoup de l'origine du carbone, la biomasse ou le CO2. Je voulais vous parler aussi de l'origine de l'énergie. Je vous ai parlé de beaucoup de technologies où l'énergie elle est apportée par l'hydrogène et donc elle est contenue dans la liaison chimique entre les 2 H, ou elle est aussi apportée par la biomasse, elle est contenue dans les liaisons chimiques de la biomasse entre le C et les H. On travaille, et c'est un peu plus long terme, sur des technologies où l'énergie elle est apportée directement par les électrons, par l'électricité. C'est des technos d'électrocatalyse. Et de manière encore plus disruptive ou prospective,
On travaille aussi sur des technologies de photoélectrocatalyse, où là, l'énergie est apportée directement par les photons, sans passer par une étape d'électrolyse de l'eau et d'hydrogène. Voilà, pour balayer le spectre à la fois des sources de carbone, des sources d'énergie et puis des niveaux de maturité. Et pour vous dire qu'on développe aussi des technos qui ne seront pas prêtes dans 5 ans, mais qui seront prêtes un peu après et qui auront sans doute leur place aussi. Voilà. Merci beaucoup Armelle. Eh bien, passons à une pépite française, donc Energo, qui est représentée par Marion. Marion, donc, vous développez des technologies complémentaires qui peuvent également émerger, donc d'autres startups également, mais Energo en est vraiment une belle représentation. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Energo et aussi sur les technologies que vous développez ? Bien, merci, bonjour. Donc Energo, c'est une start-up qui a été développée en 2018 pour porter une technologie de plasma catalyse développée au sein des laboratoires de Chimie Paris. Donc c'est une technologie française produite en France. On a d'ailleurs été récemment sélectionné pour faire partie de la promotion 2023 French Tech dans le cadre de France 2030. Donc on est très très fiers. On fait partie de la communauté French Tech, French Fab et la communauté du Coq Vert. Alors, la technologie Energo, c'est la combinaison de 2 technologies qui sont déjà matures d'un point de vue industriel. D'un côté, il y a la technologie du plasma, qu'on va retrouver dans le domaine du traitement de l'eau. Et de l'autre côté, la technologie de la catalyse hétérogène, qu'on va trouver dans le domaine du raffinage. L'innovation d'Energo, c'est vraiment la combinaison de ces 2 technologies. En fait, Energo, c'est vraiment une technologie de rupture dans le domaine de la transition énergétique parce qu'on va valoriser des gaz, alors du CO2 ou du biogaz, en molécules d'intérêt. L'avantage de la technologie, c'est qu'elle est compacte, elle est peu énergivore, elle nécessite peu d'investissement et elle va être implémentable directement sur site industriel, au plus près des émetteurs ou au plus près des utilisateurs. Alors au plus près des émetteurs, ça va être les émetteurs de CO2 qui veulent finalement valoriser leur CO2 pour réduire l'empreinte carbone de leur activité. Ça va être également au plus près des producteurs de biogaz. Et au plus près des émetteurs, des utilisateurs, ça va être les industriels qui veulent utiliser les molécules produites telles que l'hydrogène ou autres. L'ambition d'Energo, c'est vraiment de proposer une solution de décarbonation décentralisée dans une logique d'économie circulaire. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est comment le gaz vert peut être un allié pour la souveraineté énergétique. Dans ce contexte, je dirais que Energo peut proposer 2 solutions. La première solution, c'est la méthanation. Donc, comme ça a été dit précédemment, c'est la production de méthane à partir de CO2 et d'hydrogène. Donc, dans le biogaz qui est produit aujourd'hui, il y a à peu près 40% de CO2 qui n'est pas forcément valorisé. Donc, l'idée, c'est de venir le convertir en méthane de synthèse pour augmenter le rendement des unités. Sur cette application, donc on est déjà assez avancé. En 2021, on a construit un démonstrateur qu'on a démarré en 2022 et en juillet 2022, nous avons été la première entreprise française à injecter du méthane de synthèse dans le réseau GRDF avec la participation d'Engie. L'autre application tout à fait intéressante, c'est finalement de prendre ce biogaz qui est produit et de l'utiliser comme un intrant pour produire des molécules clés dans le domaine de la transition énergétique. Ça va être du méthanol, du biométhanol ou du kérosène durable, du SAF à destination de l'aviation, qui sont vraiment des molécules clés. Alors comment on va faire ça ? On va faire ça finalement en additionnant différentes briques technologiques, réformage à la vapeur, réformage à sec, méthanolation, etc. pour venir produire ce biométhanol et venir produire un intermédiaire de production clé tel que le syngas. Sur cette application-là, justement, Energo a financé en propre un démonstrateur qui est en train de sortir des ateliers, qui va être installé d'ici la fin de l'année sur différents sites industriels producteurs de biogaz. Alors on parle de méthanisation forcément, de step, de décharge. L'idée c'est de valider la performance de ce procédé pour lancer la commercialisation d'ici la fin de l'année 2024. Donc du coup, Marion, vous parliez justement de valoriser le biogaz en molécules d'intérêt. On peut se poser la question de la compétition d'usage. Pourquoi ne pas injecter le biométhane directement dans les réseaux et pour une utilisation directe de celui-ci ? C'est une très bonne question. Finalement, là, on n'est pas dans le domaine de la compétition, parce que finalement, la solution Energo, donc
biogaz tout liquide, ça va être une solution qui va permettre l'essor de projets biogaz. Pourquoi? C'est qu'en France, il y a un énorme potentiel de production de biogaz, hein, sauf que les projets parfois ne voient pas le jour parce qu'ils sont situés loin des réseaux. Donc il n'y a pas de possibilité d'injecter le méthane dans le réseau. Donc ces projets ne voient pas le jour. Donc on parle, je pense, aux territoires isolés, aux territoires insulaires. La solution Energo va permettre finalement de... c'est une solution pour produire du liquide à haute valeur ajoutée. Le biométhanol, il y a une énorme demande sur le territoire. Donc un liquide produit sur place et exportable facilement en dehors du territoire. Donc quelque part, la solution Energo, c'est aussi finalement une solution pour diversifier les revenus des agriculteurs, des méthaniseurs, et pour finalement faire évoluer un business model qui repose essentiellement sur l'injection ou la cogénération. Et du coup, dans le cadre de la méthanation, on a besoin d'hydrogène, vous l'avez dit Marion. Et pour produire cet hydrogène vert en amont, est-ce que c'est économiquement viable ? Effectivement, alors la règle du pouce, c'est de se dire que le coût de revient d'un méthane de synthèse, ça va être grosso modo 2 fois le prix de l'électricité. Donc on inclut le capex lié à l'électrolyseur. Donc forcément, pour avoir un biométhane au prix du marché entre 100 et 120 euros du mégawattheure, il faudrait avoir une électricité verte entre 50 et 60 euros du mégawattheure, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui en France. Par contre, dans un contexte de Power to X, là, la méthanation fait sens, dans le sens où on va venir valoriser un excès d'électricité qui ne peut pas être injectable dans le réseau. Donc on va venir convertir cette électricité en hydrogène et donc en méthane, donc un méthane vert qui va venir se substituer au méthane d'origine fossile et être utilisé directement dans les installations existantes des industriels, que ce soit four ou autre. Donc ça, c'est dans le contexte français. Par contre, en dehors de la France, je pense à l'Espagne, au Portugal ou même au Maroc, où là, il y a un fort potentiel d'énergie renouvelable, là, la méthanation est tout à fait viable d'un point de vue économique. Merci beaucoup Marion. Passons maintenant au cas d'Hafner Energy, qui propose une autre technologie. Bonjour Vincent. Est-ce que vous pouvez me dire comment Hafner Energy se positionne sur la production de syngas par rapport aux technologies qui ont été précédemment présentées ? Oui, bonjour. La société Hafner Energy, c'est une société française familiale qui a maintenant plus de 30 ans d'expérience dans la production d'énergie à partir de biomasse et qui a développé en fait une technologie propriétaire de production de syngas à partir de biomasse. Donc quand on parle de biomasse, on va parler des résidus et des coproduits de l'exploitation forestière ou agricole ou viticole. Et donc le résultat, ça va être un gaz de synthèse qui va être principalement composé d'hydrogène, mais aussi de monoxyde de carbone, de CO2 biogénique et d'un petit peu de CH4. Donc ce gaz, en fait, il est hautement énergétique et il peut être directement utilisé par les industriels en remplacement du gaz naturel, modello quelques adaptations, mais il est très bien adapté aux usages thermiques conventionnels comme les chaudières à vapeur, les brûleurs de process, les turbines, les moteurs. Et donc, il a vocation à être produit directement sur place, au plus près des usages. On parlait tout à l'heure d'économie circulaire, et là, on est vraiment dedans. L'idée, c'est de pouvoir offrir une solution qui soit économique directement sur les sites et de sourcer la biomasse et les résidus de biomasse entre 50 et 100 km autour du site du client. Donc ce gaz de synthèse, on avait une petite slide, c'est aussi un gaz précurseur à de nombreux autres gaz renouvelables. Donc ça peut être le biométhane, ça peut être le biométhanol, le carburant d'aviation durable. En fait, c'est juste une question quelque part de catalyseur pour pouvoir utiliser ce gaz de synthèse et produire ces différents carburants. On a parlé de méthanation tout à l'heure pour le biométhane, mais il y a d'autres options. Voilà. Vous parliez d'hydrogène vert justement. Comment vous vous positionnez par rapport à l'électrolyse de l'eau ?
Alors oui, parce qu'effectivement l'hydrogène vert est aussi un gaz donc renouvelable. Il y a deux façons de faire de l'hydrogène vert aujourd'hui dans les grandes lignes, hein. La première, c'est l'électrolyse de l'eau, où on va casser des molécules d'eau avec un courant électrique. Il y a une autre façon qui existe, qui va consister à partir de chaleur à casser les liaisons covalentes de la biomasse. Donc c'est ce qu'on appelle la thermolyse, et c'est le procédé en fait qui a été développé par Hafner Energy et qui est protégé par 15 familles de brevets aujourd'hui. Et donc, par rapport à la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau, on a tendance assez régulièrement à parler de conflits d'usage par rapport à la biomasse. Mais il faut bien comprendre aussi qu'on va avoir des conflits d'usage sur l'électricité renouvelable, puisque aujourd'hui, on a quand même une consommation primaire d'énergie qui est à 70% fossile en Europe. On va chercher à électrifier tous les usages qui peuvent l'être. Donc ce qui bien évidemment va créer des tensions sur la disponibilité de l'électron vert, d'autant qu'en Europe on n'a pas forcément les conditions climatiques et les conditions d'espace au sol aussi pour développer l'électricité à la hauteur des besoins de la population européenne. Donc il y a d'autres possibilités, on peut parler du nucléaire bien évidemment, qui vont être tout à fait complémentaires mais qui sont malheureusement pas non plus pour tout de suite. Les programmes ça va être 2035, 2040. Il y a certains pays qui parlent d'importer de l'hydrogène. L'Allemagne par exemple a fondé sa stratégie sur les imports d'hydrogène, mais on a aussi des problèmes d'infrastructure qui n'existent pas aujourd'hui, et donc on a besoin de solutions pour tout de suite. En fait. Donc la biomasse, en tout cas les résidus de biomasse peuvent contribuer à cette solution. Très bien. Donc Thierry justement nous présentait tout à l'heure les tensions sur la biomasse dues à de nombreuses contraintes, notamment les aléas climatiques et aussi la pyramide des usages. Chez Hafner, vous avez une approche territoriale et un score plage de biomasse à traiter. Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors aujourd'hui quand on considère les biomasses, pour la production d'énergie, on voit qu'il y a deux grandes familles, on va dire, enfin si on met de côté les biocarburants à partir de betteraves, colza, etc. C'est pour les gaz, la méthanisation, donc qui va nécessiter des biomasses à fort pouvoir méthanogène pour fonctionner. Et puis on va avoir tout ce qui est la combustion ou les techniques de pyrogasification qui vont principalement reposer sur le bois. Et entre ces types de biomasse, entre les biomasses à fort pouvoir méthanogène d'un côté pour la méthanisation et le bois de l'autre, il y a un entre-deux. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de réussir à valoriser cet entre-deux, toutes ces biomasses qui sont peu ou pas exploitées, et d'en faire un allié dans une logique circulaire. Donc quand on parle de ces biomasses-là, on parle des résidus de culture annuelle, les fumiers, pourquoi pas la production de miscanthus sur des terres marginales dégradées, par exemple. On va avoir les résidus de lin, de chanvre, les bois de vigne. Le problème, c'est que ces biomasses-là, elles sont assez compliquées à traiter, puisqu'elles ont des taux potentiellement importants d'éléments inorganiques. Et ces éléments inorganiques, si on les chauffe à haute température, on va se retrouver avec des problèmes de fusion de cendres qui vont provoquer des mâches-fer. Donc on en a parlé tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, il y a un enjeu à développer des technologies qui puissent adresser ces biomasses-là. Et c'est justement ce qu'on fait chez Hafner Energy. Donc voilà, aujourd'hui, tout à l'heure on parlait du pourcentage de gaz renouvelable dans le mix où on était à 2-3%. La programmation pluriannuelle de l'énergie, elle pousse pour des objectifs entre 7 et 10%. La filière dit non, nous on peut aller jusqu'à 20%. Mais quand on regarde 20%, c'est 70 TWh. Sur les 70, il y a 50 qui sont faits à partir de méthanisation. Donc on voit bien qu'au bout d'un moment, on va avoir besoin d'être en capacité d'adresser ces biomasses-là qui aujourd'hui ne sont pas assez contributives de l'effort pour décarboner la production. Voilà. Merci beaucoup. Une dernière question pour vous. Parmi tout ce que vous avez pu nous proposer en termes d'enseignement, de vos expertises, est-ce qu'il y a des messages que vous souhaiteriez appuyer, que ce soit par exemple en termes de production décentralisée, d'acteurs locaux et par exemple de chaînes de valeur? Des messages que vous souhaiteriez appuyer? Moi, le premier message que je veux donner, c'est qu'il y a tout un portfolio de technologies et elles ont chacune leur place, elles sont complémentaires. Voilà. Oui, je compléterais sur effectivement, aujourd'hui, il y a des projets de production massive centralisée de molécules biosourcées. L'idée, c'est vraiment de se dire que
qu'on va réussir en s'associant tous. C'est-à-dire qu'il y a des technologies qui vont être plutôt adaptées à une approche décentralisée, comme Energo. On va finalement adresser des petits à moyen débit. Il y a des technologies qui vont avoir besoin, pour être rentables, de traiter des débits très 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 gros. L'idée, c'est vraiment que toutes ces technologies, elles ne sont pas forcément en compétition. C'est vraiment la complémentarité des technologies qui permettra d'atteindre la souveraineté énergétique. Un deuxième message que je voudrais faire passer, c'est qu'il y a des opportunités, il y a des besoins d'innovation et donc il y a des opportunités pour les industriels, pour vous les industriels qui êtes intéressés dans la salle aujourd'hui. Et en particulier, je fais un appel particulier pour les équipementiers. En fait, ces technologies, c'est des réacteurs. Il y a besoin de gens qui savent construire ces objets et qui sauront les construire à échelle industrielle. Donc voilà, ça fait partie des partenaires que nous, on recherche pour nous accompagner dans ces développements. Voilà, donc il y a une opportunité de filière française. Et mon troisième, et c'est mon dernier message, c'est quand on se pose la question, est-ce que du coup on arrivera à en faire suffisamment du gaz Eh bien, ma perspective ou un élément de réponse, c'est que on va continuer de faire du gaz avec de la biomasse. On va avoir des nouvelles technos qui vont permettre d'utiliser des biomasses plus difficiles à utiliser. Cela dit, il y a un consensus que la biomasse ne suffira pas à répondre à tous les besoins du gaz et des autres applications. Et que donc le power to gas, l'utilisation du CO2 et de l'hydrogène bas carbone va devoir prendre le relais. Et là, ce qui va devenir limitant, c'est l'accès à l'électricité. Et du coup, ça ouvre des discussions et des débats qui vont bien au-delà de ce panel sur la disponibilité de l'électricité en France et en Europe. Voilà. Et moi, ce que je pourrais vous dire pour conclure, c'est qu'on a fort intérêt à se reposer sur les territoires, en fait. La transition énergétique, c'est avant tout une question de territoire en fonction des gisements qui vont être disponibles dans les territoires, en fonction de leur capacité à faire du renouvelable. Et donc, il y a un intérêt, bien évidemment, pour des technologies qui peuvent s'adapter au contexte du territoire et s'adapter aux différents conflits d'usage qu'il peut y avoir. Voilà. Eh bien, merci à tous nos intervenants, en tout cas, pour la richesse des enseignements. Merci à tous. Merci pour votre attention. Ne partez pas tout de suite. On peut avoir une série de questions-réponses. Il nous reste 8 minutes, ce qui est quand même assez remarquable. Donc n'hésitez pas à poser des questions à nos intervenants. Donc ils sont toujours là aussi, hein, les 3 premiers. Donc n'hésitez pas. Je vois qu'il y a déjà une question. Je vais passer le micro. Bonjour, Hugo Duchemin. J'ai une question pour Vincent Quéot. Pourriez-vous parler de la consommation en électricité, en courant électrique, dans la production de hydrogène vert? Parce que j'ai cru savoir que vous utilisez beaucoup moins, vous consommez beaucoup moins par rapport au processus traditionnel. Oui, alors sans rentrer dans les chiffres, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va consommer 5 à 6 fois moins d'électricité qu'un électrolyseur pour produire la même quantité d'hydrogène. Qu'on se le dise. C'est important. Oui, bonjour. Sur les sujets de thermolyse également, j'ai l'impression que pour l'instant, on fait beaucoup de thermolyse de bois propre, entre guillemets, et donc sans beaucoup d'intérêt par rapport à une chaudière, si on veut faire de l'énergie ou de la chaleur. Vous avez bien expliqué que la problématique, c'était les non-organiques, les inorganiques et les risques de mâche fer. Est-ce que chez Hafner, justement, vous avez évolué avec vos savoir-faire pour, on va dire, aller vers des produits, vous avez parlé de produits un peu moins propres, potentiellement avec du sable, avec du sel. On peut parler aussi des comment on appelle ça là, les algues par exemple, hein, qui sont des vrais sujets intéressants aussi dans nos territoires outre-mer. Oui, alors les inorganiques, le chlore, le soufre, les métaux lourds, effectivement. Justement, le procédé qui a été développé par Hafner Energy, c'est un procédé en 2 étapes qui va permettre d'éviter d'avoir justement des hautes températures et créer ces phénomènes de fusion de cendres. Donc on a une première étape à 500 degrés et une deuxième étape à 1000 degrés voilà, dans le procédé de thermolyse. Après, par rapport à votre question sur les algues,
Bien évidemment, c'est quelque chose qu'on regarde, puisqu'aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir transformer une contrainte en opportunité pour la transition énergétique. Après, il va y avoir des questions de teneur en eau aussi, puisque plus une biomasse est humide et dans un procédé thermochimique, plus on va avoir besoin d'énergie pour comment dirais-je, la convertir, en fait. Donc le facteur limitant, il est plus à ce niveau-là. Mais après, il y a plein de possibilités. Il faut regarder en fonction du cas d'usage. Juste un commentaire supplémentaire sur la gestion des inorganiques. Nous, on a des travaux et on fait du développement de procédés avec l'usage d'additifs qui vont permettre de mieux contrôler l'écoulement des cendres en fonction de leur composition. Des travaux aussi de mélange de différentes biomasses pour que la composition des cendres permette leur écoulement aussi. Et puis des travaux sur la meilleure température à appliquer. Voilà, des exemples de comment on aborde ces problématiques de cendres sur des biomasses non conventionnelles. Bon, ça me permet de continuer, puis si on n'a pas d'autres. Alors encore à Vincent, une question. Donc nous savons en France, qui est un pays agriculturel quand même, à grande échelle, qu'il existe théoriquement beaucoup de biomasse en tant que matière première à consommer. Vous vous associez déjà avec les associations au niveau national ou territorial des agriculteurs justement pour mieux organiser la logistique de la biomasse et la qualité aussi? Bien sûr. L'idée, c'est d'avoir un écosystème qui soit vertueux. Donc pour ça, on a besoin en fait de s'intégrer dans la chaîne de valeur. Et dans la chaîne de valeur, il y a les agriculteurs, il y a toutes les associations comme Bioeconomy for Change, dont on est membre et qui font un travail remarquable. Il y a aussi les chambres d'agriculture avec qui on travaille. Il y a des associations comme Terra Solis aussi qui développent des concepts autour aussi du biochar. On n'en a pas parlé, mais c'est un des coproduits qui est fait à partir de thermolyse. C'est une forme de carbone en fait qui va être très utile en tant qu'amendement des sols et qui va être aussi un puits de carbone. Donc aujourd'hui, on a des expérimentations autour de tout ça et bien évidemment, on cherche à comprendre les enjeux de l'écosystème dans lequel on va évoluer pour être porteur de valeur et de solutions. Donc ça, c'est tout à fait fondamental. Est-ce que ça va vous aider à votre montée en cadence de développer cette technologie que vous avez? Je pense que ce que vous venez d'aider à ma première question, donc le fait que vous consommez 5 à 6 fois moins d'énergie, c'est quand même incroyable. Ce serait presque un crime de ne pas faire usage de cette possibilité-là. Donc à mon avis, France Hydrogène et autres devraient vous promouvoir pour aller plus vite dans le développement et donc créer des liens aussi forts que ça pour vous faire avancer. Je ne dis pas pour faire de la pub pour vous, mais je pense que moi, en tant que citoyen, j'ai intérêt à ce que le peu d'énergie renouvelable qui va être créé pour faire de l'hydrogène vert doit être utilisé au maximum pour ça. Merci pour votre enthousiasme, en tout cas. France Hydrogène, il pousse aussi pour la thermolyse de biomasse, en même temps que pour l'électrolyse renouvelable et bas carbone. Donc de ce côté-là, on est bien soutenu. Après, pour l'utilité de cette technologie, elle est utile au même titre que toutes les autres technologies dont on a parlé depuis tout à l'heure. En fait, la question, c'est vraiment de savoir, il n'y a pas une solution qui va nous apporter la réponse à tous nos problèmes. Dans tous les cas, on va avoir besoin, en fonction des spécificités locales, de différentes solutions. Ça peut être la biomasse, ça peut être à partir d'électricité, ça peut être avec d'autres procédés. Mais l'important, c'est qu'on ne ferme pas la porte. Voilà, qu'on se laisse en fait la possibilité de laisser émerger aujourd'hui toutes ces technologies qui vont être contributives, chacune en fonction de leur spécificité. Rapidement, du coup, alors moi je viens plutôt du domaine, Karim Langlais, je viens plutôt du domaine des achats et de la finance. Voilà. Du coup, moi l'éco, on m'entend mieux là? Ouais, ok. Karim Langlais, moi je viens plutôt du domaine des achats et de la finance. Du coup, moi la question que ça m'évoque là, c'est que demain,
on se dit qu'on va avoir potentiellement de nouvelles formes d'énergie qui vont accéder au marché. Est-ce que du coup, par rapport aux conjonctures économiques d'achat des prix de l'énergie, est-ce que vous pensez que ça va être potentiellement des choses qui vont nous permettre aussi de baisser les coûts énergétiques des industriels ou pas? Ou alors ça va être intégré dans des logiques de prix au marché ou autre? Dit autrement, peut-être, est-ce que ces stocks énergétiques nouveaux qui vont intégrer le marché, ça va plutôt être une opportunité de baisser les coûts énergétiques de façon générale pour les industriels ou les particuliers ou pas? Je peux apporter des éléments de réponse qui... La première chose, c'est déjà dans la transition énergétique, la meilleure manière de passer de l'énergie fossile à une énergie non fossile dans la transition énergétique, c'est l'électrification. L'électrification des procédés, l'électrification des transports, etc. Si ce n'est pas possible pour des raisons techniques, alors on envisage l'hydrogène. Pourquoi l'hydrogène en deuxième? Parce que pour fabriquer de l'hydrogène en très grande quantité, il faut convertir de l'électricité et de l'eau en hydrogène. D'accord? Donc il y a une étape, il y a une perte de rendement. Donc c'est moins efficace que l'électricité. Et il y a un certain nombre d'applications pour lesquelles ni l'électricité ni l'hydrogène n'est possible. Ce sont les applications qui nécessitent, qui ne peuvent malheureusement pas se passer de molécules carbonées. Et alors, on fait appel à des molécules carbonées dites de synthèse, qui peuvent être issues de biomasse, qui peuvent être issues du Power-to-X. Mais il y a une troisième étape de conversion, puisqu'on prend de l'hydrogène qui a déjà subi de conversion et de la biomasse qu'on convertit. Donc il faut réserver ces molécules carbonées aux usages qui vraiment n'ont pas le choix. Déjà, c'est un élément à avoir en tête. Et une deuxième perspective sur votre question, c'est le coût de ces molécules carbonées. On ne peut pas directement les comparer au coût de leur équivalent pétrole, parce que en fait, il faut prendre en compte le coût du carbone émis, et qu'il y a des mécanismes qui sont en place ou qui sont en train de se mettre en place qui vont taxer le coût du carbone. Et donc, dans ce sens, ça peut devenir, ou ça deviendra compétitif. Ces mécanismes sont en place pour que ça devienne compétitif. C'est une partie de ma question, notamment ce que vous évoquez. C'est une partie de ma question, ce que vous évoquez complètement. C'est-à-dire à terme, en fait, par rapport au coût de production, au coût d'exploitation pour sortir ces unités énergétiques versus les énergies classiques, si on n'a pas des mécanismes qui fonctionnent correctement, on va avoir un problème, en fait. Et du coup, en fait, la réglementation est un élément clé pour l'émergence de ces filières. Et en Europe, on a la chance d'avoir une réglementation qui va permettre l'émergence de ces filières. C'est ma perspective. Ça pose des questions d'international. Merci beaucoup. Bon, eh bien, la table ronde prend fin maintenant. Merci à tous en tout cas pour votre participation. Ça a permis de nourrir les échanges. Et je vous souhaite une bonne continuation d'après-midi. À très bientôt.